Olá, eu sou a doutora Bonjour, Sônia je Dói, suis le docteur presidente Sonia da Doi, Associação Médico présidente de Espírita l'association Médico-Spirit Internacional, e International, saúdo a todos et je vocês salue que tous les estão présents à ce conosco neste premier congrès primeiro virtuel congresso virtual de da AIM l'AIM Internacional. international. Hoje eu tenho a Aujourd'hui, grata j'ai la grande satisfação e o satisfaction, privilégio le privilège de estar aqui d'être ici et de apresentando um présenter grande e un querido grand amigo, et cher o ami, Dr. Décio le Iandoli docteur Júnior, Decio Yandoli Jr., que qui est é connu conhecido da maioria de de la vocês plupart d'entre vous e praticamente dispensa et qu'il n'y a apresentação. pratiquement plus besoin de Mas eu présenter. trago aqui Mais nous avons ici un um curriculum currículo bastante assez resumido résumé que je vais vous que eu vou présenter. apresentar a vocês. O Le Dr. docteur Yandoli Iandoli est é chirurgien, neurocirurgião e endoscopista, duplo endoscopiste du tube aprendiz digestif, com doutorado titulaire d'un em doctorat en medicina médecine pela Universidade de Federal do l'Université Estado de São fédérale de Paulo, l'État de Sao UniFesp. Paulo, É l'UNIFESP. professor da Il est Faculdade professeur à la de faculté de Medicina da médecine UNIDEP, de no Mato l'UNIDEP Grosso du do Mato Sul. Grosso É du Sud, presidente da président Associação de Médico l'association Espírita de Mato médicale Grosso do Sul Médico-Spirit du Mato Grosso du coordenador Sud, médico do departamento coordinateur médical du acadêmico dessa département associação académique de l'association Médico-Spirit do du Brésil Brasil e é et vice-presidente vice-président da de notre nossa Associação association Médico Médico-Spirit Espírita internationale. Internacional. O nosso querido Notre cher companheiro compagnon est é connu conhecido internationalement internacionalmente pour pelo son seu travail incansável inlassable trabalho de de diffusion divulgação do ideal de médico l'idéal espírita que médico-spirit foi traçado tracé pela par nossa notre querida cher et professora inoubliable Marlene Nobre. docteur Marlène Nobré. Ele, por sinal, acaba de Il vient publicar d'ailleurs um de livro publier un livre intitulado intitulé Marlene Nobre Marlène e o Nobré et Ideal Médico l'idéal Espírita, por médico-spirit, enquanto qui, só pour em l'instant, português, n'existe né, qu'en Décio? portugais, n'est-ce pas, Esperamos Decio? que logo ele Nous possa espérons ser bien qu'il traduzido bientôt il pourra être e traduit afin que tous todos les os autres pays países puissent possam profiter ter de essa ce obra. travail. Então, sem Donc, mais delongas, sans plus o Dr. tarder, Décio vai nos le falar docteur hoje Decio nous sobre a parlera aujourd'hui ação de dos l'action des pensamentos pensées sur la na réponse resposta imunitária. immunitaire. Com vocês, o nosso querido Dr. Je Décio vous passe la Iandoli. parole, notre cher docteur Decio Yandoli. Obrigado, doutora Sônia, obrigado Merci, pelas docteur palavras Sonia. gentis Merci pour les aimables e a paroles oportunidade de estar et trabalhando l'occasion de junto travailler com a doutora Sônia na Associação Médica avec Espírita la docteure Internacional, Sonia à l'Association tentando Médico-Spirit levar Internationale. essas Nous avons ideias que essayé de são présenter ces idées ideias que têm uma base qui ont filosófica une dentro base da doutrina philosophique espírita, au mas que sein são de la philosophie levadas spirit, mais qui através sont do présentées pensamento selon la científico, pensée né? scientifique, Que é o nosso qui grande est notre objetivo, grand que é objectif, fazer a união faire l'union entre a entre la ciência e science a et la espiritualidade. spiritualité. E coube a mim C'est à moi qu'a été confié ce esse thème esse tema, né, extremamente extrêmement important et très importante e bien étudié. bastante bem pesquisado, né? Eu Je preciso dois remercier le agradecer docteur Vicente ao Dr. Vicente Pessoa, Pessoa, que ele é um cientista, infectiologiste, me ajudou bastante qui m'a beaucoup no aidé levantamento dos dans la artigos, recherche des e o articles, Dr. et Marco le Aurélio docteur Marco Vinhosa Aurelio Bastos, Vignosa que também Bastos vai fazer Jr., palestra aqui, qui donnera além aussi une do conférence à ce Dr. Décio, congrès, que fez o qui mestrado a e doutorado fait dele une em maîtrise et un fisiologia da doctorat en mediunidade, physiologie de que la também me ajudou médiumnité, bastante et qui para m'a également fazer o beaucoup aidé à levantamento, faire l'enquête pour vous présenter ces trazer algumas choses coisas mais sólidas plus sobre essa solides questão. sur cette O question. tema fala da Le ação dos thème pensamentos na parle de resposta l'action des imunitária, pensées dans la da réponse revelação immunitaire, espírita de ao la conhecimento révélation spirit científico. à Eu la me permiti connaissance fazer uma scientifique. inversão Et je vais me e permettre começar de pela faire une revelação inversion. científica Au lieu de e commencer par la passar pelo révélation conhecimento spirit, je vais científico, commencer par la até connaissance para a gente scientifique. perceber, depois que eu Ceci pour que começar a nous falar da parte réalisions ensuite, da revelação lorsque je espírita, commencerai à parler de como la existe uma partie de la conexão révélation spirit, importante e combien il y a un constante lien très important, entre des idées ideias et des científicas muito pensées très claras claires colocadas na placées dans cette obra, œuvre, en principalmente na revelação particulier dans la espírita révélation que é o spirit en ce trabalho qui do concerne Francisco Cândido Xavier e André Luiz, l'œuvre de que é a Francisco nossa Candido referência de Xavier et base. d'André Eu Luiz, tive a qui est notre oportunidade référence de já de, base. junto com o Dr. Jorge J'ai eu Dyer e l'occasion o Dr. avec le Giancarlo docteur Georges Lucchetti Daher et le docteur publicar um Giancarlo artigo Lucchetti de publier un falando article sobre a sur questão l'anticipation des informations da antecipação das qu'André Luiz a informações que apportées o André Luiz trouxe a respeito da concernant la glândula glande pineal. pinéale. A gente publicou isso Nous na l'avons revista publié dans une revue, Neuroendocrinology, la e esse já Neuroendocrinology, era et c'était um déjà une passo étape dans ce nesse travail trabalho de de montrer à la mostrar à science ciência como combien la a révélation revelação espírita spirit
apportée par le médium Chico Xavier contient des informations extrêmement utiles et quelque peu prophétiques, même en ce qui concerne une série de données sur la médiumnité, la neuroendocrinologie, la question de la spiritualité et ainsi de suite. Nous allons donc commencer en parlant un peu de cette question des aspects scientifiques. Nous vivons un moment très intéressant au sein de la science. De nouveaux horizons s'ouvrent, en particulier pour cette question de spiritualité. Bien que cela semble une nouveauté, nous nous rendons compte que cette publication, qui date de 1910 par Sir William Osler, parlait déjà de la question de la foi et de la santé. Nous jugeons l'importance de ce document, aussi de 2014, qui a été publié dans Explorer, le manifeste pour une science post-matérialiste, dans lequel ses auteurs, le Dr Mario Beauregard, Gary Schwartz, Larry Dorsey, Alexander Moreira Almeida, qui vient du Brésil, Lisa Miller, Marlene Schlitz, le Dr Tart Schwartz et le Dr Rupert Sheldrake, qui prendra également la parole à ce congrès, ont rédigé ce manifeste en disant combien la science devrait se débarrasser des préjugés de parler de spiritualité. Beaucoup de scientifiques pensent encore que la question de la spiritualité n'est pas quelque chose dont devraient s'occuper les scientifiques. Mais nous croyons que la science cherche la vérité, et la vérité où qu'elle soit. Ces auteurs ont donc rédigé ce manifeste et plus de 300 scientifiques ont déjà signé ce manifeste post-matérialiste. J'ai mis ici la référence d'Open Science, où vous pouvez consulter la liste des scientifiques qui ont signé ce manifeste. Je pense donc que c'est une étape très importante quand nous parlons de la science. Pourquoi ? Parce que ici, les scientifiques disent qu'il n'existe pas seulement de la matière. Ils prétendent qu'il existe quelque chose au-delà de la matière et qui a besoin, qui doit être étudié par la science avec le même sérieux, avec les mêmes critères, avec la même rigueur, qui a toujours été caractéristique de la méthode scientifique. Et nous sommes ici maintenant pour vous présenter un peu de cette science post-matérialiste. Dans ce journal, Journal of Religion and Health, nous voyons qu'il date de 1962. Il n'est donc pas si nouveau et est déjà une revue scientifique qui s'occupe de la question de la spiritualité, de la psychologie, des questions de l'humeur, de la psyché et des impacts sur le corps biologique, le corps physique. Je considère le Dr Harold Koenig comme l'un des auteurs les plus importants à ce sujet. Le Dr Koenig est de l'université de Duke aux États-Unis. Il est venu à plusieurs reprises au Brésil, invité par Dr Marlène Nobré, et ce livre, La spiritualité dans les soins aux patients, a été publié en portugais par la Folha Espírita et est maintenant publié dans sa dernière édition par l'Association des médecins spirites, la maison d'édition. Le Dr Koenig a réussi à établir une base empirique extrêmement solide sur l'impact de la spiritualité sur la santé et sur la spiritualité en tant que facteur promouvant la santé. Et il a fait de sorte qu'une bonne partie des médecins et une bonne partie des scientifiques commencent à regarder ce sujet d'une manière différente. Ce n'est plus cet aspect que la religion se soucie de la spiritualité et la science prend soin de la matière. La science cherche la vérité où qu'elle soit. Et comme nous sommes au temps où nous connaissons la matière si profondément et où les scientifiques connaissent les particules subatomiques, qu'ils étudient des aspects extrêmement pertinents par rapport à la mécanique quantique, la dynamique des univers et aussi les aspects subatomiques de la physique des particules,
Comment est-ce que cela en arrive-t-il à la médecine? Comment cela est-il lié à la santé biologique et à la santé mentale? Et pourquoi pas? Si nous sommes faits d'atomes, de molécules, notre corps est composé d'atomes et de molécules. Comment ignorer que la physique des particules apportera des informations qui seraient pertinentes pour la médecine, la physiologie, la cytologie, la biologie, et ainsi de suite? Nous vivons donc ce moment. Ici, nous présentons quelques éléments, quelques articles qui parlent de cette question de spiritualité liée à la santé en général. Tant dans la santé psychique, la spiritualité et les troubles psychotiques, la spiritualité en santé physique, les soins palliatifs, la relation entre la spiritualité et le deuil et la mort. Elle est extrêmement pertinente, extrêmement importante. Aujourd'hui que nous voyons le progrès des soins palliatifs comme une spécialité médicale, nous nous rendons compte combien il est important pour nous d'examiner cette question. Les médecins qui s'occupent de la médecine palliative le savent déjà, la spiritualité fait déjà partie intégrante de cette spécialité. Nous assistons donc à la naissance d'une série de lignes de recherche qui étudient les impacts de la spiritualité, qui font la différenciation entre la spiritualité et la religion, et ceci est fondamental. J'ai l'occasion dans l'université où j'enseigne de donner une introduction sur la spiritualité aux étudiants, et la première chose que nous faisons, c'est de séparer ce qui est religion de ce qui est religiosité, ce qu'est la spiritualité, parce que ceci est très important. Bien sûr, la religion fait aussi partie du contexte social, du contexte psychique, du contexte spirituel du patient, mais elle n'est pas la spiritualité en soi. Nous avons préconisé que même les patients qui n'ont pas de religion ont de la spiritualité. Et la spiritualité peut être bien développée, peut être en équilibre ou pas. Cela a un impact sur la santé biologique et mentale des patients. Notre thème aujourd'hui est la question de l'immunité. Nous présentons donc certains aspects liés à cela. Cet article est extrêmement important et a étudié les conjoints ou parents en deuil par rapport aux personnes qui n'étaient pas en deuil. Ils ont étudié ces personnes 2 semaines après l'événement de la mort de leur fils ou de leurs enfants, et aussi 6 mois plus tard. Puis, sous forme aiguë ou sous une forme chronique, ils ont étudié les aspects immunologiques, l'état pro-inflammatoire et l'état thrombotique de ces patients qui a augmenté jusqu'à 6 mois après l'événement. Donc plus l'événement est proche, la mort, plus l'état pro-inflammatoire et thrombotique de ces patients est élevé. Cela montre comment l'état émotionnel et évidemment les pensées émises à partir de cet état émotionnel ont un impact sur le système immunitaire. Cet autre travail, article publié dans Behavioral Medicine, a étudié 260 patients qui ont perdu des parents proches et les ont comparés à 269 autres qui n'avaient ni perte ni deuil entre les 5 et 63 mois précédents, antérieurs. Ils ont eu leur N de patients allant de 34 à 84 ans et ils ont réalisé que l'interleukine 6, IL-6, qui est un facteur éminemment pro-inflammatoire, un générateur d'inflammation, et la SE-sélectine, qui est également un facteur pro-inflammatoire, ont augmenté davantage dans la période la plus proche de la perte, et plus les parents qui sont morts étaient proches. Donc l'impact émotionnel, plus cet impact émotionnel est grand, et dans notre cas nous parlons d'émotions que nous appellerons négatives et défavorables,
plus l'interleukin 6 et la SE-sélectine ont augmenté de manière significative, montrant combien il y a une influence sur le système immunitaire. Cet autre travail très important également a étudié des enfants qui ont été maltraités, qui ont subi des violences physiques ou psychologiques. Donc, ils ont étudié 29 enfants avec un contrôle de 17 enfants et ils ont montré qu'il y a une augmentation absolue des lymphocytes CD4 helper et des cytotoxiques CD8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que les enfants qui ont été maltraités, qui ont été agressés, qui ont subi des processus d'émotion, de stress négatif, elles sont hyper réactives et ils augmentent le risque de développer des maladies immunitaires, en particulier les maladies de l'activité rhumatismale, parce qu'ils ont l'immunité cellulaire suractivée. Donc, si d'une part nous remarquons une action inflammatoire accrue chez les patients qui ont eu des pertes, chez les adultes qui ont eu des pertes, chez les enfants, nous nous rendons compte qu'il y a un impact qui est souvent enregistré si chez ces enfants, adolescents et adultes, elles gardent la mémoire de l'agression et de la violence en raison d'un facteur qui déséquilibre leur système immunitaire. Cette autre étude montre également l'effet de la religiosité ou de la pratique des services religieux, parce que le service religieux n'est qu'une façon superficielle d'évaluer la question de la spiritualité. Depuis le travail d'Alport, qui montre que la religiosité peut être intrinsèque ou extrinsèque, c'est-à-dire la religiosité extrinsèque est lorsque l'individu assiste à un service religieux, mais dans une forme qui a un effet beaucoup plus social, beaucoup plus de coexistence sociale plutôt que, à proprement dire, une philosophie, une action dans sa façon de voir le monde, dans sa réaction face à la douleur, à la mort et ainsi de suite. Il a donc appelé religiosité extrinsèque ces personnes qui assistent à un service religieux mais n'ont pas l'impact de la philosophie religieuse sur leur vie ou dans leur vie. Et la religiosité intrinsèque a cet impact chez ceux qui assistent aux offices religieux, mais aussi un impact philosophique, un impact sur leur vie. En tout cas, l'évaluation du degré de spiritualité de l'individu par la fréquence dans les services religieux est encore valable aujourd'hui, non pas d'une manière absolue, mais d'une manière relative. Et ce travail le montre par rapport à l'interleukine 6, la cytokine dont nous avons déjà parlé, qui est un générateur de processus inflammatoires. Donc, les personnes qui ne vont jamais ou presque jamais au service religieux ont des taux d'interleukine 6 plus élevés que les individus qui y vont plus fréquemment. La fréquence est même inversement proportionnelle au niveau de l'interleukine, montrant qu'il existe effectivement une action, une interférence entre les pratiques religieuses et l'action inflammatoire par l'interleukine. En allant plus directement dans cette question, en cherchant un moyen d'interpréter comment cela se produit, si nous faisions une révision, nous nous rendons compte de ce qui suit. Il n'y a plus beaucoup de doute dans le milieu scientifique que l'état émotionnel des patients influence indirectement sur leur état immunitaire. Ce qui n'existe pas encore, ce sont des explications sur comment cela se produit, pourquoi cela se produit, quelle est la physiologie de ce processus, de cet événement. Dans ce cas, nous présentons cette publication de l'American Psychological Association, qui est un travail relativement récent de 2015, qui parle de l'effet positif des émotions légèrement positives sur les marqueurs de l'inflammation. Autrement dit,
l'individu n'a pas besoin d'un événement très important dans sa vie, mais cet individu plus optimiste, qui a une posture émotionnelle plus positive, a un niveau inférieur de cytokines inflammatoires, en particulier l'interleukine 6, qui est une référence. Et les auteurs, nous voyons ici, qui sont de l'Université de Toronto, l'Université de Pittsburgh et de Berkeley aux États-Unis, donc des universités importantes, des chercheurs sérieux, déjà immergés dans cette médecine post-matérialiste et recherchant la corrélation entre les états émotionnels et les états immunologiques. Et cet autre article que nous présentons également montre comment les émotions positives de la santé psychique peuvent avoir un effet positif sur l'immunologie. Pode trazer efeito positivo, né, na imunologia. E eles levantam aqui a hipótese de ser Il soulève ici l'hypothèse d'une diminution du tonus vagal, c'est-à-dire une réduction des états de stress qui peuvent générer un effet positif à moyen et à long terme sur le système immunitaire. Nous présentons ici de l'Université de Caroline du Nord, de Californie, et aussi l'Université de Duke, qui est celle du Dr Harold Koenig. Ce chapitre du livre Psychoneuroimmunologie de 2007, dans lequel les auteurs parlent de l'effet positif sur la fonction immunitaire des émotions positives sur la fonction immunitaire, c'est-à-dire que les sentiments positifs agissent sur la fonction immunitaire. Ce chapitre a attiré mon attention. Ce tableau présentant plusieurs articles qui ont été faits dans ce sens, parlant de l'humeur et du système immunitaire, les états d'humeur et les systèmes immunitaires, et cet autre tableau parle également d'études qui lient l'humeur et la fonction immunitaire. Donc, nous pouvons voir par la quantité d'articles et d'études que ce n'est pas quelque chose qui reste controversé. La controverse porte sur les mécanismes. Comment procéder pour clarifier d'une manière plus importante ces aspects du contrôle immunitaire et l'effet des sentiments et évidemment des pensées. Ce travail est extrêmement important dans British Journal que le docteur Vicente nous a présenté et où les taux chez les patients atteints de méningococcie, le facteur protectif ou protecteur du vaccin était semblable, selon cette étude, à ceux qui sont aux individus qui sont allés dans des services religieux. Ceci est extrêmement important. Vous devez chercher les variables qui ont été étudiées d'une manière plus sérieuse, la méthodologie qui a été utilisée dans cette étude, qui est une étude extrêmement bien menée, publiée par une revue de bonne réputation, The British Journal, et qui contient une conclusion extrêmement révélatrice que le vaccin peut avoir un effet similaire à un état spirituel, à un état psychique positif et équilibré. Ils discutent des aspects qui peuvent influencer ce résultat. Par exemple, le soutien social, les habitudes des personnes qui assistent aux services religieux et qui ont tendance à être plus saines, les habitudes de vie plus saines et ainsi de suite.
Cet autre article qui parle de personnes qui, lorsqu'elles ont reçu un diagnostic de VIH, ont commencé à assister à des services religieux et qui montre que ces individus ont eu une meilleure réponse au traitement, l'utilisation du cocktail. Ils ont eu une réponse avec une charge virale diminuée et une augmentation du niveau de CD4 significativement plus élevé que les personnes qui n'ont pas assisté aux services religieux. Ainsi, nous réalisons de cela qu'il existe déjà une identification de ce lien entre les états émotionnels et l'immunité, que cela peut apporter à la fois une amélioration de l'immunité et une exacerbation de l'immunité conduisant à des maladies immunologiques, des maladies rhumatismales, telles que la dépression de l'immunité, apportant une plus grande chance de maladies néoplasiques et infectieuses. Mais la science ne fait que commencer à étudier les mécanismes par lesquels cet effet est généré. Et nous allons maintenant présenter quelques informations de la révélation spirit basées sur l'œuvre de Chico Xavier André Luiz. Nous commençons donc par la question de la pensée. Dans la partie scientifique, nous n'avons même pas abordé cet aspect parce que le concept même de l'esprit, conscience, ne fait pas l'objet d'un consensus au sein de la science. Il y a encore une série de discussions sur ce sujet. Les mots utilisés, le mot esprit, le mot conscience, le mot pensée, sont utilisés différemment selon les écoles ou les domaines de la science qui les étudient. J'ai donc choisi de présenter cette question de la pensée telle que présentée par la révélation spirit. Voici 2 déclarations qui ont été apportées dans le livre No Solar, le premier livre de la série Chico Xavier André Luiz, dans lequel un esprit supérieur, Veneranda, fait une petite réflexion sur la pensée et elle apporte des informations très intéressantes pour nous. Sa première déclaration est que la pensée est la base des relations spirituelles des êtres les uns avec les autres, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le mot, la présence, l'action mécanique de l'un sur l'autre, mais la pensée qui nous relie. C'est aussi quelque chose qui a été étudié depuis longtemps, la parapsychologie l'a déjà étudié, et nous sommes très près de commencer à étudier cet aspect aussi dans son impact sur la santé humaine et même sur la santé animale. Elle affirme donc que la pensée est la base des relations spirituelles des êtres entre eux, mais que nous n'oublions pas que nous sommes des millions d'âmes dans l'univers et que nous sommes des âmes encore quelque peu insoumises aux lois universelles. C'est-à-dire que nous sommes des grains de sable, des millions d'âmes dans l'univers, des âmes encore ignorantes, des âmes qui ne soupçonnent pas toutes les lois, toutes les vérités, et c'est pourquoi j'ai dit, et je répète, que je crois que la science est le véhicule qui nous amènera à la vérité. Une science bien menée, une science bien réalisée, d'une manière exempte, nous révélera toujours la vérité, même si cela prend un certain temps. Ensuite, elle déclare que la pensée elle-même est la base de tous les messages silencieux de l'idée. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la science, où on mesure l'humeur. Les gens tristes, les gens endeuillés, les gens déprimés. Ainsi, l'idée qui est le produit de l'âme finit par générer la pensée. La pensée est le véhicule du sentiment. C'est le véhicule de l'idée. Et là, elle fait la relation entre la pensée, l'idée et les plans de l'intuition.
Je vois souvent même certains scientifiques qui sont matérialistes et sceptiques à l'égard de l'utilisation du mot intuition et ne soupçonnent pas que l'intuition en soi est déjà un effet spirituel ou une interférence spirituelle sur leur propre pensée. Toujours dans le travail d'André Louis, le livre Évolution dans les deux mondes, on observe qu'André Louis parle de la particule de la pensée. Et il y a ici un aspect assez intéressant. La pensée comme une onde électromagnétique. Bien sûr, ce n'est pas une onde électromagnétique telle que nous les connaissons, mais elle fonctionne dans une dimension différente, parce qu'elle voyage dans l'éther à une vitesse différente des ondes électromagnétiques que nous connaissons, comme les ondes radio, par exemple. Il prétend qu'il y a une particule de pensée et que la pensée est un matériau fluidique. N'est-ce pas? Le fluide est une matière un peu dense. C'est une matière malléable, fluidique, ou, comme l'a dit Alan Kardec et de nombreux physiciens utilisent ce mot, ce serait une matière quintessentielle, une matière beaucoup plus subtile, beaucoup plus éthérée. Et il pense que la particule de la pensée, tout comme l'atome, est une unité en essence qui se subdivise, mais en plusieurs types selon la qualité, la quantité, le comportement et la trajectoire des composantes qui l'intègrent. Ainsi, tout comme l'atome, la particule de la pensée serait utilisée pour produire différentes manifestations. Dans le cas de l'atome de matière et dans le cas des particules de pensée, qui seraient des particules éthérées, dans la formation de cette pensée selon le type de pensée, et le type de pensée variera en fonction du type d'idée ou de sentiment qu'il a généré. Puis, il explique plus loin, dans un autre passage, que l'atome est une force vivante et puissante dans sa propre texture, passive cependant face à l'intelligence qui la mobilise pour le bien ou pour le mal. La particule de la pensée, bien que vivante et puissante dans la composition dans laquelle elle se déverse de l'esprit qui la produit, mais elle est aussi passive devant le sentiment qui lui donne la forme et la nature pour le bien ou pour le mal, c'est-à-dire tant l'atome que la particule de la pensée sont des outils, sont des instruments utilisés pour manifester, dans le cas de l'atome, la forme et la particule de la pensée et la particule de la pensée de l'idée. Comment cette pensée interagit-elle alors avec le corps physique? Eh bien, la première chose sur laquelle nous devons attirer l'attention, c'est qu'André Louis nous informe que les cellules sont des animaux infinitésimaux, domestiqués et ordonnés dans la ruche organique. Autrement dit, les cellules qui forment notre corps sont des formes de vie assez rudimentaires et qui sont au service d'une forme de vie plus avancée, qui est notre âme, notre individualité ou notre principe intelligent individualisé, selon que nous l'appelions. Nous pouvons l'appeler aussi l'âme, l'esprit, peu importe. Mais de toute façon, lorsque nous nous incarnons, nous créons un champ d'information où ces animaux infinitésimaux sont arrangés, sont organisés selon l'information, selon la nature de cet individu plus complexe qui les subjugue. Et donc, ils sont domestiqués. Ce sont des formes de vie rudimentaires, domestiquées, et qui obéissent à la pensée, qu'il s'agisse d'une pensée simple ou d'une pensée complexe qui commande leur existence. Donc, cela s'applique à nous les humains, mais aussi aux animaux,
qui sont en dessous de nous dans l'échelle évolutive, dans l'échelle phylogénétique de la planète. Tous les animaux qui ont la diversité ou la différenciation cellulaire, les multicellulaires, ces animaux ont déjà une forme plus complexe d'intelligence qui subjuguera ces formes plus primitives qui sont les cellules. Il nous informe donc que de multiples formes s'adapteront aux fonctions qui leur sont attribuées. Et cela est également très important. Quand nous pensons à la question de l'embryologie, parce qu'il existe ici une explication très plausible sur la façon dont les cellules vont se différencier et comment elles chercheront une position appropriée dans les 3 dimensions pour se transformer en une cellule nerveuse, en une cellule musculaire, en une cellule graisseuse, même si elles ont toutes les mêmes informations génétiques dans leur noyau. Alors, qu'est-ce qui ferait qu'une cellule s'élève vers la partie la plus crânienne de l'animal pour se transformer en une cellule nerveuse, et qu'est-ce qui fait qu'une autre cellule descende pour se transformer en cellule musculaire? Cette différenciation cellulaire, pourquoi se produit-elle? Où est la commande pour que cette cellule acquiert cette différenciation et le positionnement? Il nous dit donc ici qu'il y a de multiples formes qui s'adaptent à la fonction qui leur incombe dans le véhicule de la manifestation de la créature, qui la sécrète temporairement. Il parle donc ici de la question des cycles incarnés et désincarnés, à la manière de pièces électromagnétiques intelligentes qui seraient les cellules d'une machine électromagnétique super intelligente. Ainsi, ces formes rudimentaires de vie sont des cellules servant les formes plus intelligentes de la vie de l'animal multicellulaire. L'animal plus complexe, comme un mammifère ou comme nous-mêmes, les humains, et répondent avec une précision mathématique aux appels de l'esprit. C'est-à-dire, parce qu'elles sont rudimentaires, elles n'ont pas leur propre volonté. Elles ont un automatisme cellulaire que nous connaissons très bien par la cytologie et la biologie, et nous pouvons influencer la fonction de cette cellule en agissant sur son noyau, en déterminant les protéines qui seraient synthétisées ou non, les gènes qui seraient manifestes ou non. Il poursuit en expliquant que la pensée ou le fluide mental vertit. Il compare donc la pensée avec le fluide, apportant encore une fois l'information que la pensée est une forme matérielle. Autrement dit, il s'agirait d'une onde électromagnétique supralumineuse qui porte en elle son contenu, l'information de l'idée ou du sentiment, et que ce serait une sécrétion subtile, non pas du cerveau, mais de l'esprit. L'esprit produit donc la pensée à travers ses idées et ses sentiments. Cette pensée influence d'abord la région corticale du cerveau, puis aura un impact sur les cellules. Nous en arrivons donc à la question de l'immunologie. Ainsi, la pensée découle de l'esprit, l'esprit a un impact sur le cerveau, et le cerveau aura un impact sur les autres cellules, produisant la santé ou la maladie. Cela nous rappelle la question du phénomène de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Il va même encore plus loin et parle de l'organisation de la psychosphère ou allopsychique, qui serait une sorte d'atmosphère psychique que nous générons par notre pensée. Comme cette pensée est une onde électromagnétique, elle est matérielle. Même si c'est une matière quintessentielle et éthérique, elle imprégnerait notre cerveau, l'induisant à une pensée répétitive, comme s'il s'agissait d'un looping. Donc, quand nous générons une pensée délétère et que nous utilisons cette pensée délétère avec une certaine fréquence, nous finissons par générer cette forme de pensée
qui se prend dans notre psychosphère. André Louise a même appelé cela les vers mentales ou les larves mentales, qui seraient des formes générées par notre propre pensée désharmonisée et qui finit par fonctionner comme une forme de looping, répétant ou produisant un retour de ces pensées dans notre conscience. Ce serait une chose extrêmement délétère pour notre santé. Il parle aussi de la relation entre la pensée et le corps physique, que ces fluides mentaux ou pensées qui sont actives dans le règne de l'âme impriment des radicaux, des transformations dans le véhicule physio-psychosomatique. Donc, d'après mes lectures du travail d'André Louise, je suis venu à la conclusion que lorsqu'il parle de véhicule biopsychosomatique, il parle du corps biologique et du double éthérique. Il parle donc de la portion biologique, physique, que nous pouvons étudier calmement avec la médecine classique et orthodoxe, mais il parle aussi de champ énergétique, de quelque chose qui travaille aussi et qui a une influence à la fois sur l'âme, l'esprit et le corps biologique. Enfin, il aborde directement cette question de la pensée et de l'immunité et il nous explique qu'il est facile de comprendre que tout dérèglement de la nature physique ou morale se reflète immédiatement par des réactions mentales conséquences sur les provinces cellulaires, déterminant des situations favorables ou défavorables à l'équilibre organique. Ainsi, le dérèglement tant physique que moral se reflètera sur ces cellules d'une manière positive ou négative. Si c'est un dérèglement négatif, bien sûr. Concernant la pensée, qui est la force qui, correctement orientée afin d'assurer le niveau des entités cellulaires dans le règne physiologique, voyez ce qu'il dit. Ça facilite leur migration ou accélère leur mobilité pour certains effets de préservation ou des effets défensifs. Il parle donc ici clairement des cellules de notre immunité cellulaire, des macrophages, des cellules qui feront le premier combat ou l'identification des antigènes, que ce soit dans l'improvisation d'éléments combatifs et immunologiques ou dans la résistance aux processus pathogènes, avec l'intervention de la conscience profonde. Il y a donc eu tellement d'informations apportées il y a plus de 70 ans, écrites par un habitant du Minas Gerais, qui n'avait pas fait d'études supérieures et qui n'avait pas accès aux connaissances scientifiques. Et même s'il y avait eu accès à l'époque, ces concepts, ces idées n'existaient pas à l'époque, au point qu'elles sont restées insoupçonnées jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps, à notre avis, de présenter cette information, ces données, parce qu'elles indiquent de façon très détaillée ce que nous commençons à percevoir par la recherche scientifique. Et ici, il dit une chose que je trouve extrêmement importante. Nous déduisons sans difficulté que s'il est possible d'hypnotiser l'esprit humain dans un but donné, l'aimantation des entités corpusculaires fonctionnera encore mieux pour les effets déterminés dans l'ajustement des cellules. Il dit donc que s'il est possible d'hypnotiser un esprit complexe, comme celui d'un être humain, pourquoi ne serait-il pas possible d'hypnotiser ces animaux infinitésimaux domestiqués? À mon avis, ils sont déjà hypnotisés et suivent aveuglément et automatiquement les stimuli qui viennent de notre pensée, de notre conscience profonde. Ici, j'ai mis entre parenthèses que ceci expliquerait ou explique l'effet placebo et l'effet nocebo. Nous avons lu quelques articles scientifiques sur l'effet placebo où l'individu se met à produire des substances qu'il n'a pas produites avant, des neurotransmetteurs qu'il n'a pas produits avant, simplement parce qu'il croit qu'il a reçu un médicament qui lui fait produire ces substances, et quand il est averti qu'il n'a reçu aucun médicament, il cesse de produire l'hormone ou la substance qu'il produisait.
quem manda nas nossas Ce ne células, sont donc pas les drogues ou les médicaments qui commandent dans nos cellules. elas são indutores. Les drogues et les médicaments sont des Quem manda nas inducteurs. células, o que Ce qui commande dans les cellules et détermine comment elles fonctionnent, c'est notre conscience Por que eu profonde. digo consciência profunda? Pourquoi Que puis-je vai dire muito além conscience do nosso profonde? consciente. Parce qu'elle va bien au-delà de notre conscience à l'état Temos um d'éveil. efeito sobre as células Nous avons une action sur les cellules qui est beaucoup plus connectée à ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'à ce qui est manifeste pour nous. Donc même si nous dissimulons, même envers nous-mêmes, nos états émotionnels, nous ne pouvons pas le faire avec les cellules qui sont connectées à notre âme. Ceci figure dans le livre Mécanisme de la médiumnité et c'est intéressant. Il indique également dans ce livre, à la page 155, qu'il en résulte l'impératif de la vigilance sur notre propre orientation, puisque seule la conduite droite soutient la bonne pensée. Et la conduite et la bonne pensée, alliées à la première, quel que soit notre degré de culture intellectuelle, est la plus haute touche d'induction qui nous met immédiatement dans un régime de communion avec les sphères supérieures. Il dit donc très clairement que même si, indépendamment de notre religion, s'il existe cette religiosité intrinsèque dont nous avons parlé plus tôt dans le concept d'Alfort, s'il y a une prière, non pas une prière mécanique récitant des mots ou à haute voix pour impressionner les gens autour de nous, mais la prière qui vient de l'âme, de nos pensées, de nos sentiments les plus profonds, les plus sincères, dans lesquels nous recherchons le lien avec le haut, la connexion avec la spiritualité supérieure, avec le bien et le bon, lorsque nous pensons à la charité, lorsque nous agissons dans la charité, c'est cela qui entraînera donc la pensée droite, qui réalise notre connexion avec les sphères supérieures et induira notre immunité à la santé. Si elle augmente, si elle est exacerbée, il y a modulation. Si elle est déprimée, le soutien ou l'apport pour que cette immunité revienne à son état, à son tonus idéal, à son état d'équilibre. L'immunité doit donc toujours être équilibrée. Si elle augmente, elle est augmentée ou elle est diminuée, elle occasionnera donc des dommages à la santé humaine. Et dans le livre Évolution dans les deux mondes, il nous dit que l'aide au prochain crée une aide pour nous-mêmes. C'est donc une référence à ce que j'ai dit plus haut sur la charité. C'est pourquoi les principes de Jésus, déterrant de nous l'animalité, l'orgueil, la vanité, la cupidité, la cruauté et l'avarice, nous exhortant à la simplicité, à l'humilité, la fraternité sans limite, au pardon inconditionnel, établit, une fois observé, l'immunologie parfaite dans nos vies. Autrement dit, si nous laissons de côté nos déviations par rapport au bien et au bon, notre orgueil, notre animalité, notre vanité, notre cupidité, si nous stimulions dans nos vies la simplicité, l'humilité, la fraternité, nous trouverions une parfaite immunologie, nous renforçant dans la puissance de l'esprit sur la défense contre tous les éléments destructeurs et dégradants qui nous entourent, que ce soit des agents pathogènes, les micro-organismes ou les effets physiques de la nature tirés de l'environnement. Toutes ces agressions seront moins nocives, moins virulentes, à mesure que nous développons en nous ces aspects qui nous relient à plus haut, à Dieu. Et c'est une loi naturelle. Et c'est par cette loi naturelle que nous sommes conduits d'une manière ou d'une autre à l'évolution. À l'évolution non seulement biologique du corps physique, mais surtout l'évolution mentale de nos âmes, de nos esprits. À l'Association Médico-Spirit du Brésil et à l'Association Médico-Spirit internationale, nous avons essayé de produire des textes faisant ce lien entre la science et les spiritualités.
Nous avons publié quelques livres, dont certains sont déjà traduits en anglais, dans le but d'élargir ces idées afin qu'elles puissent être évaluées par nos collègues des États-Unis d'Amérique, d'Angleterre ou du reste du monde, puisque l'anglais c'est une des langues les plus connues. Notre idée est donc de soumettre ces idées à l'évaluation et nous faisons également nos efforts pour y parvenir. J'espère que cette présentation a été utile, que ces idées aient été productives et qu'elles aient apporté au moins la volonté de nos compagnons de mieux étudier le sujet, d'approfondir un peu plus la question de l'effet de notre âme sur notre corps physique. Muito obrigado. Merci beaucoup. Muitíssimo obrigado, caro amigo Dr. Décio Iandoli, por esta Merci beaucoup, cher ami Dr. Décio Iandoli, pour cette conférence qui nous a apporté tant de connaissances. Especialmente nesta época onde Cela nous rappelle l'importance, surtout en ce moment où notre planète entière subit une pandémie, l'importance de maintenir notre système immunitaire intègre et renforcé grâce à ces connaissances que vous nous avez apportées sur la spiritualité, sur une base scientifique, et plus encore avec les explications spirites. Cela nous renforce beaucoup et j'espère que cela sera vraiment très utile pour tous ceux qui sont là et qui nous accompagnent. Cela nous stimule aussi pour que nous, les professionnels de la santé, ceux qui nous accompagnent, nous nous aidions non seulement à diffuser ces connaissances que nous apportent les esprits, mais que nous puissions aussi nous unir et travailler dans la recherche pour renforcer ces connaissances en nous rappelant que Kardec, dans le livre La Genèse, nous dit que le spiritisme et la science vont de pair, et au point où la science s'arrête et n'a pas d'explication pour les phénomènes, le spiritisme continue sa route. Ainsi, nous avons vu les explications données par André Louis sur l'interaction entre la pensée et l'esprit et combien tout ce processus se déroule même si nous n'avons pas toujours beaucoup de connaissances, beaucoup de bases scientifiques dans ce domaine. Cela a également été indiqué dans les articles qui ont été publiés par vous et nos collègues, démontrant l'anticipation du spiritisme dans cette connaissance scientifique. Donc, nous vous remercions beaucoup au nom de l'association Médico-Spirit, ainsi que tous ceux qui continuent à nous accompagner, parce que nous aurons bientôt d'autres connaissances tout au long de cet événement. Merci beaucoup.